Bon, on fait quoi pour XP, là, mec? Comme d'hab, les aventures. Non, non, non. T'as qu'à faire un truc comme The Artist en noir et blanc, muet, tout ça. Sauf qu'en fait, c'est The Rapist. Et puis, pour les images, tu prends la même chose que la dernière fois, ça ira très bien, toi. Non, mais on devait pas faire la comédie musicale, en fait, non? On est quel jour, aujourd'hui? Dimanche. Ah, attends, non mais on est quelle date? Quel jour du mois? Le 1er avril, pourquoi est-ce que... Quelle est la situation? Pour l'instant, les téléspectateurs s'emmerdent, Médoc. Bien, quadrillez-moi tout le secteur. S'il y a un canular qui se fait, je vais être le premier au courant. Très bien. Mickey, j'ai besoin de toutes les panstars disponibles. Commencez par Sacha Gray. Elle s'est retirée, monsieur. Eh bien, dites-lui qu'il reprend du service. Moguri. Oui. Quand est-ce qu'on peut disposer des hélicoptères et des jackpots? 10 minutes. Vous en avez 5. Monsieur, un rapport des réponses jeu de rôle papier du role-playing gang. Très bien, dites-leur de se tenir prêt. On sait pas à quoi on a affaire. Et les panstars? Elles attendent vos ordres, chef. Excellent. Moguri, je veux une ligne directe avec le président. Dites-lui que l'opération LOL a débuté. LOL, monsieur. Lesbian Office Latina. Ok. Messieurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Rompez. J'ai le président en ligne directe. Allô, Seb? Ouais, non, ouais, non, c'était pour un sketch, en fait. C'était... Ouais, non, je sais, mais c'était pour un sketch. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Lundi? Non, que je... Ouais. Non, que je t'explique le délire, en fait. Le truc, c'est... Non, vas-y, je t'écoute, ouais. Bah, 18 ans? Non, j'ai pas demandé. Ouais. Ouais, en même temps, je suis pas sûr qu'on nous reconnaisse sur les vidéos. Non, Seb, je dis pas que c'est pas grave. Je dis juste qu'avec les masques, il y a peu de chances qu'on nous reconnaisse. Ouais. Bah, il y avait moi, Mickey, Moguri, Obliv et 2 autres potes du role-playing gang. 3 autres potes du role-playing gang. Ouais. Bah, sur Pornhub, YouTube, et... Et quoi? Et Slot. Eh ben, on les contacte, on leur dit de retirer la vidéo, ça. Ouais. Bah, en fait, on a loué un box. On a loué un box à Champs-sur-Marne. Oui, bien sûr, on a les clés. C'est Mickey qui a les clés. Là, il est avec moi, là. J'ai les clés. Bah, je sais pas, 10-15 mètres carrés. Plutôt 10. 10 mètres carrés. Ouais, russe et thaïlandaise, principalement. Oh, ah, ça, je sais pas, ça fait 2 semaines qu'on n'est pas passé. Ok, Ok, pas de soucis, c'est bon, on s'en occupe. Pas de problème. Ok, moi aussi. Allez, ciao. Salut, ça va? On commence ces news dans le plaisir, avec le dernier trailer en date de Fire Emblem Awakening sur 3DS. Pour le coup, on a le droit à plus de 2 minutes de cinématique vraiment pas dégueulasse visuellement parlant, et plutôt galvanisante. On y aperçoit Mars, le personnage principal du tout premier Fire Emblem, portant un masque dans cet épisode 3DS. Dans la mesure où Awakening se déroule longtemps après l'ère de Mars, et que ce dernier est maintenant considéré comme un héros, on imagine qu'il y aura du mystère à élucider ici. Et parce qu'on peut le faire, on vous a sous-titré ce trailer. 私は無力で愚かでした。スミオ。よかった。お前は一体何者なんだ。Ceux
qui traînent encore sur FF13.2 peuvent télécharger depuis quelques jours un DLC plutôt original. Il s'agit de l'armure N7 du commandant Shepard que Noël et Serah peuvent désormais revêtir. Un item qui ne change strictement rien à vos stats et qui se paye 240 points Microsoft et un peu moins de 2 € sur le PSN, mais qui permet, si on a de l'imagination et qu'on termine FF13.2 avec, d'avoir une autre fin pour Mass Effect 3. Non, je déconne, c'était gratuit. En plus, moi j'ai bien aimé, mais on en reparle tout à l'heure. Before my eyes! Of course not. You wanted to come back. Every time she died in your arms, she wanted to come back. She knew her next life would be short. She knew! Because she wanted to see you. Again and again without end. Enough, no more. Lies! Why won't you believe me? On reste dans le DLC et on vous parle maintenant des royaumes d'Amalur qui bénéficient désormais d'une toute nouvelle portion de cartes à explorer. Baptisé la légende de Kel le Mort, ce DLC vous permettra effectivement de visiter l'île de Gallows et donc de rencontrer de nouveaux ennemis. Outre l'histoire qui promet des délires d'intrigue et de magie noire, on trouvera des nouvelles armes, de nouveaux atouts ainsi que de nouveaux caprices du destin. On invite enfin ceux qui ne connaissent pas forcément ce titre à jeter un œil à la critique diffusée dans un précédent EXP. What is one more? On revient sur des bases connues, avec Skyrim et sa mise à jour 1.5 qui se pointe avec quelques nouvelles features intéressantes. Outre des réglages et la correction d'1,5 milliard de bugs, cet update introduit de nouvelles mises à mort au corps à corps, ainsi que des killcams pour les attaques à longue portée et les sorts. Et force est de constater que visuellement, ça fait complètement plaisir. Disponible depuis peu sur Steam, cette mise à jour ne devrait pas tarder à arriver sur 360 et PS3, si ce n'est déjà fait à l'heure où vous regardez l'émission. On reste dans le RPG occidental avec le prochain titre basé sur le travail de George Martin, l'action RPG Game of Thrones. Dans cette vidéo, Jean-Michel Trône de Fer nous explique quelques features du système de combat. Game of Thrones est un jeu de rôle palpitant où tous les combats, toutes les utilisations de compétences et d'objets se déroulent en temps réel. Ouais, ok, c'est bon Jean-Michel, je m'en occupe. En gros, on nous présente ici un système se rapprochant de ce que Dragon Age Origins propose. Une roue des combats qui nous laisse tranquillement choisir nos actions sans pour autant stopper le temps. On nous parle également des différentes classes qu'Alester le prêtre rouge et Morse de la garde de nuit pourront incarner, et qui influeront évidemment sur leurs compétences et leur style de combat. Parmi ces classes, on retiendra particulièrement celle du danseur d'eau, parce que ceux qui lisent savent qu'elle est stylée. On y évoque enfin l'équipement, mais comme pour les autres éléments du game system, on reste en terrain connu. Dans la mesure où le jeu est développé par Cyanide, un studio français à qui l'on doit la très mauvaise adaptation en RTS du même Trône de Fer, on reste inquiet concernant cette action RPG, même si on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Quoi qu'il en soit, on vous tient au jus concernant ce titre qui, pour le moment, est toujours prévu pour mai 2012 sur PC, PS3 et 360. Et on termine ces news avec la série des Baldur's Gate, qui verra ses 2 premiers épisodes ressortir sur iPad et PC en version enhanced, c'est-à-dire améliorée. Inutile de préciser que les vrais savent à quel point c'est une bonne nouvelle. Et c'est Overall Games, un studio dans lequel on retrouve des anciens de l'équipe à l'origine de Baldur's Gate, qui s'occupera de refaire découvrir à la jeunesse ce que c'est qu'un vrai RPG. Aussi, en plus d'un modèle amélioré de l'Infinity Engine, on trouvera dans ces nouvelles versions les extensions Tales of the Sword Coast et Throne of Bhaal, mais également du contenu inédit, comme de nouvelles quêtes et de nouveaux personnages. Si les jeux prévus pour cet été s'écoulent suffisamment bien, le studio serait même susceptible de se pencher sur un Baldur's Gate 3, ou pourquoi pas un Planescape Torment 2, ça serait complètement crazy. So long as Bhaal's throne of blood stands empty, chaos shall reign.
fait maintenant plusieurs mois que nous suivons Dragon's Dogma, l'une des plus coûteuses, si ce n'est la plus coûteuse production de Capcom à ce jour. Cette action RPG définitivement ambitieux nous a été présentée il y a quelques semaines par le producteur Kobayashi Hiroyuki lors d'un event organisé par Capcom. L'occasion pour nous d'en savoir un peu plus sur un titre s'inspirant des Skyrim, Shadow of the Colossus et autres Monster Hunter, à commencer par la naissance du projet. ちょうどデビルメイクライ4をディレクターの市野と作って終わってからですね、じゃあなんか新作の大型のタイトルを作ろうという話から、ディレクターの市野がいくつかこう企画を上げてきて、これがいいんじゃないかっていう風に、選んだのがこのドラゴンズドグマに最終的になるんですけど、ハイファンタジーのこう本当にお客さんが冒険をしているような感覚にできるようなゲームを作ろうというところから、カプコンでは初めてなんですけどオープンワールドという仕組みのゲームを作って、本当にいろんな自由度の高い、ゲームに仕上がってきました。 Développé par les mêmes équipes à qui l'on doit les Resident Evil et autres Devil May Cry, Dragon's Dogma tape dans l'univers High Fantasy. Un choix qui a visiblement été inspiré par plusieurs œuvres, dont une en particulier, comme nous l'explique Kobayashi-san. このハイファンタジーの世界を作ろうっていうのは本当にディレクターの市野が中学生の時にロード・オブ・ザ・リングとか日本であったファンタジーのゲームブックからですねいろいろアイデアがあって、それをいずれなんかゲームにしたいなってところが始まってるんですけど、ストーリーは本当にチームの人間と何回もミーティングして、オリジナルストーリーを考えていますけど、本当にこのハイファンタジーっていう世界は世界中の人たちが、世界観をすごい理解してもらえるように、分かりやすいようにデザインとか、この設定とかを構築しています。 ハイファンタジーの象徴でもある、ドラゴンというモンスターが当然出てくるんですけど、このゲームはですね赤いドラゴンが一番メインとなりまして、本当に冒頭から主人公の村を襲って主人公の心臓を奪っていくんですけど、それをきっかけに主人公は各社と呼ばれる、普通の物語と勇者になるんですね。でドラゴンを退治に行くんですけど、仲間のポーンという人間とは近いんですけど、死んでも生き返るちょっと人間とは違う種族とともに4人たちと冒険をするんですが、本当に何ですかね、ドラゴンがなぜこの世界に存在するかとか、ドラゴンがプレイヤーに語りかけるんですけど、それがどういう意味なのかっていうのが本当に物語を進めば進むほど理解できますので、最終的にこのゲームをクリアした時に、全ての謎が解き明かされるんじゃないかなと思いますので、最後までクリアしてもらいたいと思ってます。 Dragon's Dogma est donc un open world dans lequel le joueur pourra explorer librement les environnements qui lui sont proposés. Mais dans la mesure où c'est la première réelle expérience open world de Capcom, on peut se demander comment l'équipe a géré cette liberté. クエスト制になってまして、さまざまな小さいものから大きいものまでさまざまなクエストがあるんですけど、大体こうストーリーが進むクエストっていうのはなんとなくこうお客さんに分かるような、内容になってますし、ちゃんとクエストでもですねちゃんとマップ上でどこに行けばいいかっていうのはちゃんと案内をしてますので、本当にゲームをやったことがない人はさすがに無理ですけど、普通にゲームを普段から遊んでいる方だったらこちらっていう風に分かって進めるようになってますので、そこはご安心ください。 Le jeu offre également la possibilité d'avoir une équipe de 3 combattants, appelés ici Pawns, tous contrôlés par une intelligence artificielle, même si des ordres primaires peuvent être donnés. Au sein de cette équipe de 3, seul un allié sera issu de votre monde, les 2 autres ayant été empruntés à des joueurs en vous connectant en ligne. Un principe plutôt original qui semble être une des principales features du jeu. 今回ですねドラゴンズドグマを作るときにすごく難易度が高い AI なんですけど、まず仲間のポーンを、AI で作るのにすごい苦労しています。で本当にうちの優秀なスタッフを AI 担当にしてやってたりするんですけど、やっぱりその AI といってもそのキャラクターそれぞれの個性が大事なので、ポーンそれぞれ本当にゲームの中には1万体ぐらいポーンがいるんですけど、それぞれに、独自の能力スキルとかあってですね、それぞれの性格で行動も違ってくるというところで、それを仕組みとしてできることは要するにお客さんが、ポーンいっぱいいるっていうのは本当に性格も違っていろんなものが違うっていうことで楽しめると、同じものばっかだったら結局交換するとか変える意味がなくなってしまうので、本当にさまざまなポーンを雇い入れて遊ぶことによって面白さが深みを増すということで AI をかなり作り込んでいます。 L'une des particularités de Dragon's Dogma est de proposer une fonction grab qui permet de saisir un ennemi ou de s'accrocher à un monstre pour l'escalader, un peu à la manière d'un Shadow of the Colossus. Une mécanique intéressante susceptible de rendre chaque affrontement épique.
やっぱりこのハイファンタジーの世界を本当に映画のように、バトルができるように、時には冒険できるようにするためにアクションをつかむというのが入ってるんですけど、大型のモンスターは、例えばこうしがみついて、攻撃できますし、グリフォンなんか飛んでいくんですけど、それについてもしがみついてさらに体を移動して、弱点を攻撃したりとかさまざまな、つかむというアクションもできます。で、小さいモンスター、例えばゴブリンだったら抱え込んでですね、例えば崖から突き落としたりとか敵に投げて、ぶつけたりすることもできますので、掴むという動作でモンスターによってはいろんな違いのアクションができますので、ぜひ掴むアクションも楽しんでみてください。今回実はですね、あまりうるさく言ってない作品で、なんでしょうね、みんなスタッフ一人一人がやっぱり完全な新作に対してすごい意気込みを持ってやってきているので、特に言うことはないんですが、やっぱり3年半以上かけてゲームをしている中でやっぱりこう困難な時期っていうのがあったんですけど、そういう時には本当に大変なんだけどきっと面白いゲームになるだろうとか、たくさん売れるゲームになるから頑張ってやろうよっていう、なんかちょっとみんなを応援するようなことはいろいろ言ったんですけど、本当にグラフィックもどんどん上がってきますし、アクションもどんどん面白いものが上がってくるので、なんかあんまり口うるさく言った覚えはなくですね、どうやってこのゲームを人に伝えるかってことを考えて、本当に売る側のチームと一緒に考えてる方に今回時間を割いたからと、オリジナルなんでどういうゲームかわからないところをどうやって伝えるかっていうことがこのドラゴンズドグマのなんか僕の仕事じゃないかなということで試行錯誤してやっていますね。Prévu pour le 25 mai prochain sur 360 et PS3, on espère évidemment passer un moment de qualité en compagnie de ce Dragon's Dogma, et on ne manquera pas de partager nos feelings avec vous dans le cadre d'un prochain EXP. Ok, donc... par contre, voilà. Donc ouais, on a un gros problème en fait, parce qu'on n'a pas du tout de budget prévu pour le XP là. Donc je sais pas, il va falloir avoir des idées, il s'agit d'être malin là. Ok, donc, déjà on a quoi comme critique dans ce numéro? Ouais. Alors on a Inazuma 2 et Mass Effect 3. Voilà. Ok, donc j'ai une idée. On fait un match de foot, Inazuma, sauf qu'on filme que la troisième mi-temps. Mass Effect 3. D'accord. Dans les vestiaires, on se fait un petit jeu de la biscotte, sauf qu'à la fin, on partage tous. Non, je sais pas. Non, on dit qu'on fait une aventure futuriste, mais en fait on la fait pas. Et le mois prochain, on propose des sketchs en DLC sur nos live online. Mais jamais ça marche, ça arrête direct. Calmez-vous. Oh, calm the fuck down. Écoutez ça. Inazuma Mass Effect. Oh Ah ouais. Oh Prends sur Shepard. Prends sur Ashley Williams. Le ballon file, l'avenir nous fait signe. Allez! Ça aurait pu être une comédie musicale signée Francis Lalanne, mais Level 5 a eu l'idée avant lui. Dans Inazuma 11, premier du nom, étaient réunies les notions d'aventure, de RPG, de neketsu et de football pour un résultat plein de fraîcheur, mais peut-être un peu infantile. Aujourd'hui arrive donc sa suite, qui n'a pas pour ambition de tout changer, mais qui réserve quand même une surprise de taille en l'objet d'un pitch complètement savoureux. Mais tout finit par s'arranger. Notre amitié n'est pas anodine. La team de Mark Evans est super contente. Après un tournoi acharné et pas forcément très réaliste, les petits jeunes du collège Raemon ont fini par décrocher la coupe du football Frontier. Et comme personne n'a jugé nécessaire de leur rappeler que ça va, c'est juste une pauvre compète de marmots, ils se sentent plus vraiment pissés. Sauf Mark Evans lui-même, qui en bon héros complètement neketsu, ne rêve déjà que de rencontrer un nouvel adversaire plus fort. Et il va être servi le môme. Parce que... ouais non, attendez, je préfère préciser avant. Ça va aller très vite, accrochez-vous. Si, vraiment. Donc oui, Mark est servi parce qu'une semaine après la victoire, un groupe d'extraterrestres vient littéralement défoncer le collège à coups de ballon mystique. Apparemment, les mecs sont venus pour conquérir le monde ou un truc du genre. Et là, vous vous dites que c'est pas très original. Bande de petits naïfs. Les mecs sont venus conquérir le monde par la puissance du football. Voilà, je vous laisse juste le temps d'intégrer ça vite fait et on reprend. Le football est le moyen de départager les forts des faibles. Nous allons défier tous les humains qui jouent au football. Tant que nous gagnerons, nous continuerons de détruire votre monde jusqu'à son anéantissement complet.
Complètement scandalisée par la situation et surtout bien présomptueuse, la bande à Mark essaie d'apprendre la loi du ballon rond aux nouveaux venus. Mais comme les nouveaux venus plient des putains de buildings en un shoot, ça tourne vite au vinaigre et la moitié de l'équipe finit très logiquement à l'hôpital. Oh, où est le ballon? C'est sûr, ils viennent d'ailleurs. Ça aurait dû s'arrêter là pour les petits gars de Raymond en fait. Et la situation aurait pu être gérée par l'armée, ou même, heck, des adultes. Mais non, le proviseur du collège, pas la moitié d'un connard irresponsable, décide d'offrir une vieille caravane à ses 11 poulains pour qu'ils parcourent le Japon en quête d'entraînement et de nouveaux alliés, dans l'espoir complètement crazy de calmer les aliens donc. 1 gramme de bon sens suffirait à saisir le côté carrément fucked up du projet. Mais Mark n'a pas de place pour ce genre de considération. Il embarque donc tous ses potes directs, en prenant à peine le temps de prévenir les parents. Et les voici partis dans leur sale minibus. La tête pleine d'espoir, ils foncent vers une mort certaine. Et tout le monde a l'air de s'en foutre. Et c'est beau. C'est beau parce qu'à aucun moment, Level 5 ne laisse percevoir la moindre étincelle de doute, ni même de vague ironie. Les gars ont décidé de nous raconter comment une bande de jeunes sauve le monde d'une attaque extraterrestre par la force du football, et puis c'est tout. À nous de dealer avec ça. Mais le plus beau, ça reste cette manière qu'a le jeu de faire renaître des feelings enfouis depuis le début des années 90, quand Captain Tsubasa étalait sa localisation toute pétée dans toute la France. On se retrouve donc avec un doublage à la saveur indescriptible et une traduction faite de noms trop smooth comme Mark Evans ou Axel Blaze, alors qu'en japonais, les gars portaient des blazes équivalents à Paul, Jacques ou éventuellement Thomas. Quoi? Comment? Mais ce n'est pas... C'est surprenant, je sais. Le zénith de cette localisation du plaisir intervient dès l'introduction, en forme de générique de série entièrement chanté en français, parce qu'il semble être le fils contre nature de Bernard Minet et Benny B. Essayez juste d'écouter ce son issu de la rue sans caler un smurf ni laisser la flamme de l'espoir réchauffer vos âmes de combattants. Si nous parvenons à unir nos efforts, ensemble nous serons bien plus forts. Allez, 1 pour tous et à 100%, nous mettrons toujours dans le mille. Si non, c'est pas possible. Le rêve est là, à ta portée. Voilà, donc là normalement, vous savez déjà pourquoi Inazuma Eleven 2 vaut largement le coup. Du scénar comme ça, on n'en voit pas tous les jours, et il s'agirait pas de gâcher. Mais bon, pareil qu'un jeu, c'est aussi du gameplay. Alors allons-y pour le gameplay. Juste, moi j'y connais absolument rien en foot, donc je vais laisser la parole à un expert qui saura vous faire le détail des features du jeu de manière professionnelle. Oui, bonsoir. Jean-Patrice Fifoutix, entraîneur et à plus forte raison coach de l'équipe de Raymond, voilà. Et donc, sans y aller par 4 détours, en y allant comme qui dirait droit au but, un peu d'humour, pour cette saison, je dirais qu'on a voulu garder un schéma tactique et physique semblable à celui de la première. Bon, c'est-à-dire qu'on parle de football orienté RPG, donc on laisse gambader les joueurs un peu partout en ville et qu'on sort pour qu'ils décompressent bien entre les matchs, hein, c'est important. Donc ils vivent leur vie, ils discutent un peu avec tout le monde de manière, comme qui dirait, sociale. Et on les laisse même fouiller un peu, des fois qu'ils trouvent des barres énergétiques ou quoi que ce soit d'attenant. Bon, après le but c'est pas de les perdre les gamins, donc c'est quand même bien balisé quoi. Même s'ils peuvent parcourir tout le Japon dans leur caravane, on leur indique toujours clairement leur destination, voilà. Parce qu'arriver en retard à une rencontre c'est pas correct et il faut le dire. Et donc voilà, après les joueurs ils gèrent leur équipement, c'est-à-dire leurs crampons, leurs maillots, etc. Parce que s'ils se sentent bien dedans, je pars du principe que ça donne de meilleures performances au moment crucial, c'est-à-dire le match, c'est-à-dire la rencontre, c'est-à-dire le ballon rond en fait. Bon, après les rencontres, elles se font en 2 phases. D'abord dans la rue, elles peuvent intervenir à tout instant, et par là même à l'improviste. Alors là on envoie juste un petit, je dirais, groupe de joueurs sur le champ, afin qu'ils s'entraînent et gardent la motivation. Dans ces cas-là, on est sur du match court, qui se termine dès qu'un but est marqué ou que la balle est interceptée. En gagnant ces rencontres, les joueurs améliorent leurs conditions physiques ainsi que, quelque part, leur niveau de jeu. Et c'est important, parce qu'ils doivent être prêts au moment des matchs plus importants qui opposent 22 joueurs. Dans tous les cas, le principe reste de déployer d'une certaine manière ses meilleurs éléments, puis de les diriger au stylet selon des tactiques établies au préalable. Ensuite, par le jeu des passes et des dribbles, on se rapproche des buts, et là, par le truchement de frappes sèches et bien claquées, on peut espérer mettre le ballon au fond du filet. Ensuite, les contacts physiques sont gérés par une sorte de Shifumi, qui dépendent des choix tactiques du coach, ainsi que de la condition des joueurs, et les techniques, a fortiori spéciales, apprises au fil des rencontres, peuvent changer la donne.
À partir de là, j'ai envie de dire qu'on a quand même apporté quelques nouveautés à notre jeu, en permettant par exemple à un joueur de tirer depuis n'importe quelle position, ou à l'équipe d'entrer n'importe quand en phase de frénésie pour pallier à toutes les éventualités. Ensuite, on peut aussi contribuer à freiner un tir sec et bien claqué, par le biais de techniques spéciales de défense, et ainsi faire surgir un certain manque de réalisme au sein de l'équipe adverse. Après, en partant de ce constat, on a établi un système de marche amicale et de recrutement à partir de la caravane, qui fait qu'on peut à tout instant rejouer une rencontre ou obtenir des renseignements sur un transfert, je dirais, éventuel. Et donc, l'un dans l'autre, au final, le postulat il est clair, les schémas tactiques restent à peu près les mêmes, mais je dirais qu'à partir du moment où on prend les matchs les uns après les autres et que les joueurs mouillent bien le maillot et font preuve d'initiative, on peut penser que les résultats seront au rendez-vous, qu'il y a un combat tout coach qui veut déployer un beau jeu, et a fortiori efficace dans la manière qu'il a de faire valoir une certaine expertise, je veux dire, de jeu au niveau des joueurs. Ouais, ok, voilà. d'accord. Merci Jean-Pat. Donc en fait ce qu'il a voulu dire c'est qu'Inazuma Eleven 2 reprend la recette du premier épisode. Recette qui avait fait ses preuves, mais à laquelle on pouvait tout de même reprocher certaines choses qui restent malheureusement valables. La difficulté assez faible d'abord, logique vu le public visé, mais regrettable quand elle tue dans l'œuf tout le potentiel tactique ou la gestion avancée de l'équipe. Et un côté assez redondant également, qui pourra lasser après quelques rencontres toujours très semblables. Dans l'ensemble, ce deuxième épisode reste un peu trop proche du premier pour apparaître comme une véritable suite, plus que comme une simple extension. Peut-être que si Level 5 n'avait pas tenu à nous placer la banane des deux versions, on s'en serait un peu mieux sorti. D'autant que les différences entre la version feu et glace sont assez minimes et ne concernent que quelques joueurs à recruter, une équipe rivale ou le dénouement d'une amourette. Rien de bien trépidant donc, mais assez pour pousser les plus motivés à faire de l'échange. Encore et toujours, le ballon file. On aurait aimé un peu plus de nouveautés et quelques ajustements, mais Inazuma Eleven 2 préfère se contenter d'une double version. Qu'à cela ne tienne, le jeu compense en balançant le pitch le plus épique de l'histoire du jeu vidéo et reste toujours aussi efficace quand il s'agit de déterrer les feelings de l'époque d'Olive et Tom. Les fans absolus du premier épisode y trouveront une version légèrement plus aboutie et surtout plus fournie en contenu. On dénombre quand même 1500 joueurs à recruter, et ceux qui ne s'étaient pas laissés tenter ont tout intérêt à commencer ici. Les joueurs qui n'avaient pas vraiment accroché en revanche ne risquent pas d'être davantage convaincus. Encore et toujours. Commandant Shepard! Oui, commandant Shepard. Il y a des rachnis, tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait? Écoutez, je vais essayer de sprinter jusqu'à leur nid. Commandant Shepard, utilisez des déchirure. Oui, commandant Shepard! HMS, ouvre-moi. Et moi je sprint. Putain. Putain. Mais putain. Mais putain. Mais putain. Voilà maintenant presque 5 ans que des millions de joueurs attendent la conclusion des aventures du commandant Shepard. Débutée en 2007, la trilogie SF de BioWare a depuis fait beaucoup parler d'elle. On aura donc vécu avec enthousiasme la toute première expérience Mass Effect sur 360 et PC qui mêlait third-person shooter et RPG de manière plutôt intéressante, le tout dans un univers définitivement construit et cohérent. Puis on a subi ce changement d'orientation intervenu dès le deuxième épisode, qui s'écartait un peu du genre RPG pour laisser plus de place à l'action, un peu à la manière d'un Dragon Age 2, sauf qu'ici, c'était bien mieux réussi. Et voici maintenant ce troisième épisode, qui depuis sa sortie fait polémique, tout en mettant tout le monde d'accord sur ses très nombreuses qualités. Oh mon Dieu. À la place du commandant Shepard, je serais vénère. Ça fait juste 5 ans que le mec prévient tout le monde, et pourtant, la galaxie entière se fait salement surprendre par l'arrivée des moissonneurs qui rentrent dans nos systèmes comme papa dans maman. Si la Terre n'est pas la toute première cible des envahisseurs, elle ne tarde pas à se faire violer, ce qui oblige l'Alliance à faire appel aux seuls humains ayant suffisamment d'expérience avec ce type d'ennemi. Les escapades de Shepard avec Cerberus dans l'épisode précédent lui avaient coûté son grade, mais compte tenu de la situation, il reprend du service et se voit confier une mission de la plus haute importance, sauver le monde. Mais pour ce faire, pas question de réunir une équipe de choc, non, ça serait trop facile et ça ressemblerait aux deux. Ici, vous devrez plutôt unifier les différentes civilisations avancées de toute la galaxie.
une quête d'envergure qui vous donnera l'occasion de croiser l'intégralité des personnes ayant appartenu à votre équipage et bien d'autres encore, mais surtout d'observer les conséquences de tous les choix importants que vous avez effectués depuis le tout premier épisode. Les décisions que vous avez prises concernant le génophage qui touche les Krogan, les persos de votre équipage ayant survécu, la reine Rachni, le conseil, les romances, la base des récolteurs à la fin du 2. Beaucoup de paramètres sont ainsi pris en compte et influeront sur l'histoire et sur votre capacité à réunir un grand nombre d'alliés pour votre cause. Impressionnant. Mass Effect 3 propose 3 styles de gameplay. Le style histoire tout d'abord, qui atténue grandement le côté action, pour se résumer finalement à une succession de scènes dans lesquelles vous devrez faire des choix. L'autre est intéressé par un autre jeu. Le style action, quant à lui, zappe ses choix justement, et vous offre uniquement de la bagarre. Le style RPG, enfin, vous propose l'expérience Mass Effect traditionnelle, avec de l'action et des choix qui ont des conséquences. Salut Shepard. Super anecdotique, ces options ont tout de même le mérite d'exister, pour permettre aux faibles et aux bébêtes de vivre l'aventure. Tout comme l'épisode précédent, on retrouve dans ce Mass Effect une dimension action bien prononcée. Le cover system affiche désormais des petites flèches pour vous indiquer la direction que vous allez prendre en sortant. Aussi, on apprécie toujours autant les effets et les impacts des différents pouvoirs biotiques et technologiques qui permettent de faire des combinaisons dévastatrices. D'une manière générale, les ennemis sont beaucoup plus nombreux, intelligents et variés, ce qui implique des situations plus tendues pour vous et votre équipage. Lors d'un affrontement, ça pète souvent dans tous les sens et ce sentiment d'être débordé, en plus d'être cohérent avec la situation de déprime dans laquelle se trouve toute la galaxie, vous procure un grand feeling de satisfaction lorsque finalement vous vous en sortez. On observe également dans ce Mass Effect un retour en force des éléments RPG perdus dans l'épisode précédent. Les points d'expérience se gagnent à la fin d'un affrontement ou d'une action importante, mais aussi lorsque vous ramassez du Medigel. D'une manière générale, beaucoup d'items comme des pièces d'armure ou des armes sont disséminés dans les niveaux, ce qui incite le joueur à fouiller à droite à gauche afin de se faire plaisir lors de son exploration. À chaque level up, les points de compétences gagnés sont toujours distribués dans les différents domaines liés à votre classe, en sachant qu'au-dessus du niveau 3, les pouvoirs peuvent se spécialiser. On pourra par exemple choisir de rendre son pouvoir plus puissant, ou bien d'augmenter son rayon, ou faire en sorte qu'il touche plus d'une cible. Les armes ici sont nombreuses, et peuvent être upgradées et modifiées grâce à des petits modules qu'on achète ou qu'on trouve. Ces derniers peuvent par exemple augmenter la taille du chargeur ou la précision. En upgradant vos armes, vous les rendez évidemment plus puissantes, mais aussi moins lourdes. Et le poids joue un rôle essentiel ici, puisqu'il détermine avec d'autres paramètres la vitesse à laquelle vos pouvoirs se rechargent. Côté armure, on aura le choix entre des pièces achetées ou trouvées sur le terrain, et des armures complètes. Les armures peuvent influer sur beaucoup de paramètres, comme votre santé, votre bouclier, ou les dégâts des armes et des pouvoirs par exemple. À vous de faire le choix entre une armure complète qui augmente 2 ou 3 domaines, ou quelque chose de plus personnalisé. Bref, on a là affaire à suffisamment d'éléments RPG pour être convaincu que BioWare a bien tenu compte des feedbacks moyennement enthousiastes du précédent Mass Effect. Concernant l'exploration galactique, si le Mako ne revient malheureusement pas sur le devant de la scène dans une version mieux travaillée, on a tout de même le droit à autre chose que de la pauvre sonde pour récupérer des minerais. Le Normandie peut visiter les différents systèmes et récolter des objets ou des données qui servent principalement à remplir des quêtes annexes. Toutefois, il faut veiller à ne pas se faire surprendre par les moissonneurs qui débarquent au bout de 2-3 scans. Si c'est le cas, démarre alors un style de jeu du chat et de la souris où vous devez sortir du système avant que les vaisseaux ennemis vous chopent. Un mini divertissement pas vraiment foufou, mais qui a le mérite de maintenir une certaine pression sur le joueur. Un des paramètres intéressants dans ce Mass Effect est la préparation galactique. La majorité des actions que vous entreprenez contribuent à augmenter cette dernière. Elle symbolise tout simplement vos forces armées. On trouve aussi dans cette donnée le nombre de survivants après l'attaque. Pour augmenter ce taux, vous devrez passer par la case online, en sachant que le chiffre final a un impact sur la fin obtenue. Le multi enfin, c'est cette agréable surprise que l'on n'attendait pas forcément, mais qui fonctionne réellement bien. Il vous place dans la peau d'un soldat allié qui doit remplir différents objectifs. Impressionnant. Le tout se fait en coop jusqu'à 4 et se rapproche d'un mode horde à la Gears of War. Mais si vous devez principalement essuyer des vagues de moissonneurs, de guettes ou d'agents de Cerberus, d'autres objectifs viennent varier l'expérience, comme tenir une position pendant un certain temps, pirater des machines, ou bien éliminer des cibles prioritaires. Beaucoup de ces défis se font avec un timer, ce qui accentue la pression ressentie. Si on arrive au terme de ces 10 vagues, on obtient des XP mais aussi des crédits. Ces derniers servent à acheter des packs dans lesquels on trouve des items utilisables pour la prochaine mission, comme un boost en bouclier ou en dégâts des armes, mais aussi d'autres items que vous êtes libre d'utiliser ou non, comme des Medigel ou une réserve de munitions. Les packs contiennent également des récompenses plus rares, comme de nouvelles armes et leurs améliorations, mais aussi de nouveaux personnages pour les 6 classes disponibles dans le jeu. On pourra ainsi débloquer un ingénieur galarien ou encore un sentinelle turien, et ça, c'est le kiff. Ça, c'est du travail bien fait.
Malgré quelques éléments irritants que l'on ne va pas tarder à évoquer, BioWare a fait avec ce Mass Effect 3 un excellent travail. Visuellement épatant, le jeu arrive à offrir une expérience intense, longue et variée, et semble avoir trouvé le bon équilibre entre RPG et TPS. On apprécie également de constater que les choix faits dans les précédents titres ont effectivement un impact sur l'aventure, même si la trame principale reste la même. Aussi, le multijoueur qui lors de son annonce en a effrayé plus d'un, se révèle au final vraiment fun et addictif. Partir sur un principe de horde avec divers objectifs à remplir en coop était définitivement la meilleure solution. Et pour ceux dont c'est moyennement la came, arriver à un taux de préparation galactique de 100% ne prend vraiment pas beaucoup de temps. Le jeu possède tout de même des défauts énervants. Le cover system tout d'abord, qui malgré une tentative d'amélioration de la part de BioWare, n'arrive toujours pas à nous satisfaire à 100%. Les bugs également, ceux d'affichage, mais aussi ceux qui empêchent de finir certaines quêtes. Aussi, on expérimentera par moments des freezes ou des plantages purs et simples. Viennent enfin les sujets qui fâchent, ou en tout cas qui divisent. Tout d'abord ce DLC Day One, c'est-à-dire disponible le jour même de la sortie du jeu, proposant d'avoir des missions bonus et un protéin dans son équipe. Ouais, un fucking protéin. Vous savez, ceux qui normalement se sont fait exterminer au précédent cycle. Alors ici, ce qui gêne ce n'est pas forcément la nature du DLC. Avoir un protéin, c'est plutôt cool ouais, mais pas indispensable au déroulement et à la compréhension de l'histoire. Certes, ça peut énerver les die-hard fans qui considèrent que c'est un élément clé, mais ça énervera surtout les mecs comme moi qui considèrent qu'un DLC Day One, c'est juste super crade comme pratique. Après, EA et BioWare font ce qu'ils veulent, si leur délire se vend, tant mieux pour eux. Mais ça indique juste une direction un peu sale que prend l'industrie du jeu vidéo. Vient ensuite cette histoire de fin. Et là, je dois vous avouer que vous m'avez tous fait flipper avec vos histoires de fin toutes pourries. Ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il manquait des éléments de conclusion, de l'aftermath. Et qu'il existait également quelques incohérences à base de les relais cosmodéliques, le Normandie, normalement dans le codec, ça va. Déjà, on est dans de la SF. Bonne ou mauvaise, on peut trouver 1000 explications aux incohérences relevées. Ensuite, ça va. On a déjà assisté à des fins bien plus scandaleuses à tous les niveaux. Le truc triste, c'est que BioWare va probablement céder, si ce n'est déjà fait, à ce coup de pression de la part de certains joueurs. Mais dans cette configuration, il donnera juste un bâton tout neuf pour se faire battre à nouveau. Il est difficile de contenter l'intégralité des joueurs, encore plus dans le cadre d'une production massive et immersive comme celle des Mass Effect. On pourra donc légitimement ou non se braquer sur ces quelques minutes qui concluent une expérience de plusieurs heures, puissante et épique. Personnellement, je le vis super bien. Allô, Joker? Joker, oui? Non, je vous entends mal. Ah, les communications sont brouillées, commandant Shepard. Attendez, commandant Shepard, j'utilise mon Omnitech. Allez-y, commandant Shepard, mais faites vite. C'est bon, commandant Shepard, les communications sont rétablies. Merci, commandant Shepard. Allô, Joker? Joker, oui, c'est le commandant Shepard. Non, l'autre. Non, l'autre, Joker, enfin. Nous sommes sous le feu ennemi, on a besoin de renfort. C'est... Comment? Il vient d'utiliser des charges biotiques, je ne comprends pas. Non mais on peut pas là, on peut pas. Ah, Joker, H dit qu'on ne peut pas, pourquoi? Non mais parce qu'en fait, l'ennemi il balance des, depuis tout à l'heure il balance des antibiotiques. Et vu que nous, en fait, on a des pouvoirs qui sont totalement à l'opposé, c'est-à-dire des pouvoirs biotiques, on peut considérer que ça c'est nul. Et donc, que ça marche pas. Ouais. C'est pas... Bah alors là ce que je peux proposer c'est qu'on s'en aille. Ouais, hein, on va faire ça. D'accord. Non mais attendez les mecs, c'est du paracétamol. Non. Il faut. Non, voilà. Faut y aller. Maintenant.
追加攻撃をしてくれたり、攻撃をガードしてくれることもあります。協力し合うことで仲間たちはお互いに絆を深めていきます。絆が深まるほど戦闘にも良い影響を及ぼします。Bon, c'est notre dernière chance. Sachez que si ce plan ne fonctionne pas, j'aurais été ravi de servir sous vos ordres, commandant Shepard. Idem, commandant Shepard. Ça vient tenir bien plus longtemps, commandant. Bien reçu. Allez, on y va. Singularité. Vas-y, moi j'arrête de jouer. Passe-moi le démaquillant, s'il te plaît. Là. Ah, en tout cas, on les a bien niqués, les téléspectateurs, quand même. Là. Ouais, c'est clair, ils y ont mis du feu, là. Grave. Ouais, alors on est peut-être des grosses merdes en cosplay, mais en déguisement, il n'y en a pas un qui part avec nous. Ça, c'est du 1er avril, ça. T'as un peu de blanc. Ah ouais. Attends, après je te passe tes fringues.